Bonsoir à tous, c'est Cybercafé 2.0, bonne année, ça se dit hein? Ça va? Oui, c'est mieux. Ça va? Oui, moi j'ai un petit problème. T'as un problème de scotch? Ouais, j'ai un petit problème d'implémentation. Ouais. C'est pas grave, c'est la version 2003. Donc bonne année à tous. Donc pour cette émission, eh bien, nous commencerons mieux vaut tard que jamais, et c'est maintenant qu'il faut le faire par un bilan de l'année 2002. En fait, c'est un bilan établi par Google qui donne l'esprit du temps. Et vous allez voir, c'est assez C'est extraordinaire. triste. C'est peut-être triste, Non. c'est peut-être joyeux, enfin on verra. Également un bilan technologique. Bah oui, 2002, malgré la mauvaise santé du marché, il y a eu plein de nouvelles choses. D'accord. Et puis vous ferez évidemment des petites prospectives sur l'avenir. On va Peu qu'on tenter. puisse. On va voir. Voilà. Et déjà des nouveaux jeux. Déjà des nouveaux jeux. Oui, Messieurs. des jeux disponibles et une avant-première de Resident Evil qui sort le 7 mars, donc un jeu fort attendu par les fans qu'on aura C'est une l'occasion. exclue. Oui, On a adapté le film en jeu. c'est l'inverse. C'est presque ça, ouais. Et JC, On parlera juste de mon côté de Freelancer qu'on attend pour très bientôt, un jeu dans l'espace où il faut faire Et un on peu a de des images. commerce et on a des images aussi. voilà, le divertissement, c'est toujours Rudy qui l'assure, évidemment, avec... Hein? C'est quoi Scooby? Mais c'est du 2001 en plus. Freelancer, c'est un type au cachet dans l'espace. Et il chasse la pige. Alors, est-ce qu'il arrive à faire un temps plein? On ne sait pas. Il paraît que c'est très, très fort. On a que les deux premières. Scooby-Doo. Oui, il y aura Scooby-Doo. Voilà. Non mais Scooby-Doo, c'est une vieillerie, Scooby-Doo. Non, non, mais du tout, le film avec des acteurs vivants vrais dedans, Oui. avec des vrais morceaux d'acteurs dedans, Oui. il est sorti cet été, Ah, d'accord. sort là en DVD, et donc ça nous permettra de faire une rétrospective Avec des bonus. sur ce héros des années 50. Au chapitre culturel, un reportage de Laurent Steen concernant un pionnier de la cybernétique, une œuvre qu'on va découvrir à Liège en 1960. Ça s'appelle La Tour cybernétique de Nicolas Schaeffer, qui est à l'abandon malheureusement. Et puis également Stora, Michael Stora, qui est un psychanalyste qui joue aussi et qui utilise les jeux vidéo avec ses patients, ses jeunes patients entre autres. Et nous aurons là un feuilleton, comme on vous l'avait promis d'ailleurs, avec Michael Stora, concernant Gilles, on va dire, des lieux communs autour des jeux vidéo. Voilà, ça nous permettra de racheter 6 mois de violence de jeux vidéo diffusés à Cybercafé. Donc. Voilà, il y aura 4 épisodes. Alors, Brice. Voilà. Et puis moi je vous parlerai aussi dans la deuxième partie de l'émission des sites des inventeurs fous qui créent oui, des je t'ai inventions oublié, les plus tiens. délirantes les Comme unes que les d'habitude. autres. Voilà. Alors moi je voulais vous parler cette année un petit peu de l'esprit du temps. Oui. Alors ce qui est amusant, c'est que Google, le moteur de recherche qui est aujourd'hui de très loin le plus utilisé sur l'Internet, eh bien Google a quelque sorte mémorisé les mots-clés les plus utilisés par les internautes lors de leur recherche et on a fait une espèce de graphique qui nous permet d'avoir une idée des choses qui intéressent les internautes à un moment donné. Alors on va commencer par examiner les mots-clés les plus utilisés pour les recherches en France. Puisque sur Google, on peut rechercher géographiquement. Ils n'ont pas fait un tableau pour la Belgique, mais ça vous donne une petite idée de ce qui intéresse les gens en francophonie. Alors, les recherches les plus fréquentes, l'ensemble des recherches, en 1, on trouve la SNCF, donc les horaires de train en France. Ouais, bah oui. Voilà. En 2, la météo. Bon, ça, c'est pas très symptomatique. Par contre, en 3, on trouve la NPE, donc l'Agence de recherche d'emploi en Mais France. ça prouve au moins ça que donne une idée. Internet a vraiment remplacé le Minitel en France. Hein. Oui, Quoi absolument. Internet a vraiment Tout à remplacé fait. le Minitel. Il a fallu du temps. Voilà. En 4, on trouve la FNAC. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. La culture a encore un tout petit intérêt. Mais en 5, on tombe sur Love Story, qui rééquilibre directement l'intérêt de cette chose. Et puis après, on trouve dans l'ordre immobilier. Donc recherche de... C'est vrai que ça, c'est une application vraiment concrète et efficace d'Internet. Puis on trouve SMS gratuit. Alors là, les SMS, c'est incroyable. Et en 8, une incursion contre l'exception culturelle française de Britney Spears, qui arrive dans le top général. T'imagines, 8e recherche.
En 9, Michelin, donc les cartes routières. Et en 10, horoscope. Là, malheureusement, un peu de mysticisme ne peut pas faire de mal. Alors, sur les célébrités, alors là, Rudy, tu vas voir, c'est une consternation. On va jouer à un jeu. Allons-y. C'est facile, elles sont toutes féminines, mignonnes, chantent en anglais. En premier... Ouais. Britney Spears. Bah oui, forcément, elle est C'est 8e vrai. dans la chose. En premier, Britney Spears. En deuxième, signé chez Sony, Shakira. 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 En troisième, sud-américaine, bien roulée. Chez Sony aussi. Oui. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, parfait. En quatrième, c'est plus difficile, c'est une actrice française dont des images un peu dénudées ont paru dans la presse française. Vanessa Demouy. Ouais. Oui, Qui voilà, était Vanessa dans Demouy. Classe Mannequin et qui fait plus rien du tout. Bah voilà. Alors en 5, ça c'est incroyable, Alissa Milano. Madame pas est qui servie, c'est, ouais. une actrice qui joue là. sais Même même pas qui chose, c'est. il y a des photos qui sont parues un peu dénudées d'Alissa. En 6, Loana, Ouais. la première blonde Il y a une d'ailleurs. vie après le love. Voilà. 7, une autre blonde anglaise. Kylie. Ben oui, Kylie Minogue. Kylie Il est Minogue, bon, il est bon. ouais, Il est bon, on n'a pas répété. En 8, américaine, Baywatch, Pamela Anderson. Pamela Qui Anderson, est dans Scooby-Doo. qui est dans Scooby-Doo. qui est Voilà. dans Scooby-Doo. En 9, un peu le seul artiste respectable de ce top finalement. Il a inventé la fumette, le Enfin, il reggae. a inventé. Disons Renaud. Non, le reggae. Pas Gainsbourg non plus. Pierre-Paul Jacques. Non, Bob Marley. Bob En Marley, 9, ouais. Bob Marley. Et en 10, première artiste française, je veux dire chanteuse française, parce que Loana et Vanessa Demouy, Mylène Farmer. Ah ouais. Ah ouais, voilà. Donc ça vous donne une idée un petit peu du top du Et ça top donne français. aussi une très bonne idée de qui utilise Google. Voilà. Le profil de Oui, l'utilisateur. c'est ça. Alors, surtout, c'est une grande consommation. Ça Oui. permet de savoir qu'il y a pas mal de gens qui utilisent Google qui savent pas encore que le site de la SNCF c'est quand même sncf.fr. Exact. Exactement. Il y a encore du boulot. exactement. Il y a encore Ouais, du boulot. Tout à fait. Exact. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de remettre ça dans une perspective un petit peu plus large et de voir ce qu'il en est dans les queries, donc les recherches dans le monde entier. Alors, les 20 premières queries, on va pas toutes les faire, mais pour 2002, qu'est-ce qui ressort? En premier, Spider-Man, en deuxième, Shakira, les Jeux Olympiques, la World Cup. Ouais. Ok. Ouais. En 5, Avril Lavigne. Oui, Avril chanteuse. Lavigne. C'est ouais, une, non, ouais, une ouais, actrice ouais. ou une Chanteuse. chanteuse? Non, Une fille en tout cas. Canadienne. En 6, Canadienne. Star Wars. En 7, Eminem. Incroyable, parce que Ouais. c'est quand même un tout petit peu plus décalé. En 8, je ne connaissais pas American Idol, Rudy. Je sais pas. Ah bah voilà. Je connais pas Tu vois, non il plus. est pas si Rudy que ça, Rudy. Hein On En l'avait neuf, plus Morrowind. fait depuis juin 63, je crois. Ok. En 9, ça c'est pour vous les gars, Morrowind. En 10, Warcraft 3. En 11, Nathalie Portman, Ouais. etc., etc. Donc ça, ce sont les queries qui Nathalie montent. Portman. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui a disparu, qui était présent en 2001 et a disparu en 2002. En numéro 1, disparu en 2002 avec l'an 2000 et l'arrivée du millénaire. Le premier qui a disparu en 2002, c'est Nostradamus. Ah bah oui, Et oui, évidemment. c'est plus du tout à la mode en 2002, Bah ouais. il s'est complètement planté. Ouais. En 2, Napster, fini. Napster ouais. est décédé, et donc en 2002, Et plus de Kazakh, Napster. non. En 3, une des queries qui était importante en 3 qui a disparu cette année, World Trade Center. Anthrax, Osama Bin Laden, Taliban. Donc ça, c'est vraiment. Ah, déjà je cite les disparu, 3, Bin Laden. 4, 5, 6. D'accord. Oui, ils sont même plus dans le top. Voilà. Etc. etc. C'est très très intéressant. Et on va arrêter sur un Oui. beau graphique, celui de l'apparition de Last Ketchup. Rudy. Ah oui. Last Ketchup qui est vraiment présent sur l'ensemble des queries dans le monde entier. Alors ici, on a un magnifique graphique. On voit Last Ketchup en Espagne, en Italie, c'est en mauve. En Allemagne, il vient d'arriver en Allemagne. Et on voit comme ça la traînée virale de ce type de... Une version On peut- française on peut le qui vient de dire comme sortir. ça, Voilà. Viral. hein. Viral, oui. On Alors, peut une le dire adresse. comme ça. Alors vraiment avoir la timeline de Google, vraiment à ne pas rater, c'est vraiment absolument effrayant. Ça vous donne l'esprit du temps. L'adresse www.google.com évidemment, /presse, /timeline 2002.html. Toutes les adresses seront sur le site cybercafé.tv. Justement, qu'en est-il de ce site Alors, cybercafé.tv? justement, le site cybercafé.tv se porte bien, voilà. C'est oui, Cybercafé. Cybercafé, je crois que je vais prendre un Yeah. café Ou c'est cyber, d'ailleurs. café.tv ou café.tv. Oui, Voilà, c'est ça. donc le site se porte bien. Depuis 3 mois, il a triplé d'audience. Donc ça veut dire que apparemment les internautes s'y sentent bien. Plein de nouveautés, notamment la possibilité de télécharger enfin les magnifiques fonds d'écran du décor de Cybercafé à la demande générale. On peut les internautes. imprimer et retapisser son salon. Oui. Voilà, et puis très important, j'insiste là-dessus, rappelez-vous que Cybercafé est une émission interactive, que nous attendons vos commentaires, le programme est en ligne bien avant l'émission, vous pouvez donner votre avis, nous suggérer des sujets, il y a un moteur de forum, il y a moyen de mettre des commentaires sur les articles, on attend vraiment que vous Et communiquiez même avec poser nous, des questions. et ça c'est un peu la déception Et de la saison downloader les passée. posters des chroniqueurs.
Et les magnifiques photos de Paul-Henri, et si vous rêvez de Paul-Henri la nuit, vous pouvez la mettre sur votre téléphone. Alors une chose, c'est que vraiment, on a été un petit peu déçus l'année passée, pas de retour de votre part, pas de suggestions, peu de commentaires. Alors on sait que vous êtes nombreux à le voir, on voit ça dans les chiffres. Communiquez, dites-nous ce que vous aimez dans Cybercafé ou ce que vous n'aimez pas, voilà. D'accord. Informatique. Oui. Quelle a été la grande nouveauté de l'année 2002? Ça va étonner Brice, mais je trouve que la grande nouveauté en informatique de 2002, c'est l'arrivée de Mac OS X, qui est quand même une petite révolution dans le monde qu'on pourrait appeler des systèmes d'exploitation Unix, on va dire. propriétaires, Oui. puisqu'on arrive avec un système d'exploitation qui tourne avec un cœur Unix, et ça c'est vraiment une révolution. Ouais. Même moi, amateur de PC pur et dur, je le souligne. Un et cœur franchement, Unix, pour ceux qui captent pas, c'est quoi? alors, En gros. un cœur Unix, c'est un système qui permet de faire tourner l'ordinateur, qui est un très Ouais. ancien système, qui était réservé Aux stations de travail. au départ à des Ah, voilà. stations de travail, à des fins Et c'est seulement très très stable. professionnelles, et ça, c'est hein. extrêmement Unix, stable. c'est et très tout ça. stable. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il faut dire qu'en 2002, on a passé le cap des 3 GHz avec les microprocesseurs, les Pentium 4 de chez Intel. 3 GHz, c'est pas mal. On a fêté le 1 GHz en 99. Ah oui. Donc, c'est un... 1 GHz par an pratiquement, ou 1 GHz par Oui, an. on est toujours sur la loi de Moore, 1,5 fois... Sois pas vulgaire. Qu'est-ce que c'est Non, Non, c'est pas la loi de l'amour, hein, c'est la loi de la l'amour. loi de J'en Moore. oublie mon poète. C'est-à-dire qu'on double la vitesse des processeurs tous les 18 mois. Ah ouais. Voilà. Et puis enfin, au niveau graphique, il y a l'arrivée de la GeForce 4 qui a encore enchanté un peu plus les gamers. les Et gamers. la Radeon 9700 Pro pour ceux qui ont les moyens. Exactement, et pour la Radeon qui vient de sortir. À propos de aussi. GeForce, ils ont annoncé une nouvelle version FX Exact. qui est cinématographique tellement la qualité. Encore personne n'a pu la Personne n'a tester, pu la voir. mais il paraît que cette année, ça va être l'arrivée de la qualité cinématographique dans tes cartes 3D. Alors au Impressionnant. niveau des consoles de jeux, mais là je me tourne vers les gamers, on peut souligner la disparition de Sega dans les consoles Eh oui. elles-mêmes. L'arrivée de Microsoft avec la Xbox, nouvel acteur dans un marché difficile et qui s'est bien placé face à la PlayStation 2 de Sony et qui a envie de rafler un certain nombre de parts de marché et qui a investi beaucoup d'argent en développement, mais surtout en commercialisation, en Et qui marketing. continue à en perdre Et- pour le moment. Exactement, puisque c'est une des branches déficitaires. Mais quand on gagne combien 2,7 milliards de dollars uniquement avec ces logiciels, on peut bien perdre quelques dizaines de millions de dollars Xbox sur la Live, Xbox. là, Xbox Au mois de en mars. réseau, c'est pour quand? Au mois de mars. D'accord. Pour l'Europe, c'est au mois de mars. Et puis, on peut aussi souligner pour les consoles de jeu la sortie de la GameCube qui Oui. avait suivi la Xbox de quelques semaines. Il n'y a Ça pas de sont- jeu pour GameCube? Mais Si. si. Monsieur, Si, si. Monsieur. Ah pardon. 3 jeux. Mais il n'y a que toi. Trois jeux? Il y a bien plus que ça, C'est non, vrai on en a quand même montré beaucoup, quoi. Oui. Ah oui, oui. On ne me D'accord. souvient pas. Non, c'est C'est un pour moi. problème de Et mémoire. non des moindres. Et alors Oui. le troisième domaine, c'est évidemment la téléphonie mobile, où depuis 1 an et demi, on dit que le marché va très très mal. Oui. Eh bien, on a eu plein de nouveautés cette année. C'est peut-être parce que le marché va mal que les nouveautés sont arrivées. La première chose à noter, c'est le report de l'UMTS, qui devait sortir en octobre 2002 et qui sortira probablement en octobre 2003 s'il n'est pas reporté, et la décision devrait être prise dans les semaines qui viennent. On a vu l'arrivée des GSM avec appareil photo. Ah oui, N'est-ce ça on pas l'a bien vu là. Ah ouais, ouais, ouais. On l'a vu, on l'a vu. Ah Oui. ouais, mais ça, Et c'est les écrans Oui. couleurs, Et les alors écrans les couleurs, téléphones avec oui. couleurs, Et les sonneries qui font des Les grands polyphoniques. bruits. les sonneries Voilà. polytimbrales. Des gros bruits. polyphoniques. Oui, polyphonique. Voilà. C'est-à-dire on l'a vu, Polytimbrales. mais Polyphonique, on en a peu ouais, acheté. polyphonique et polytimbrales. Hein, en 2002. Mais elles viennent d'arriver. C'est Est-ce que j'ai arrivé pas en lu un septembre, article où octobre. On tablait à 100 000 abonnements GPRS pour 2002, on en est à 10 000. Alors, on tablait sur 100 000 et on est aux environs de 10 000 abonnements, tout à fait. Ça, c'est aussi l'arrivée du GPRS en 2002. C'est vrai que le GPRS, pour l'instant, n'a toujours pas été développé, on va dire, pour le grand public. Ce n'est que depuis C'est un le peu mois flop là. Hein, les depuis le garçons. mois de septembre, Plymouth, ils voulaient absolument le lancer. Ça, ce sont les grandes choses qui sont arrivées. Il y a aussi gros événements au niveau des opérateurs. C'est la portabilité des numéros de GSM. C'est une véritable révolution dans Donc, le ça veut dire marché qu'on de la peut téléphonie. changer On peut changer d'opérateur. en gardant Regardons un ces numéro. 55 chez Mobistar, par exemple. Exactement. Voilà. Bien. Mais la portabilité, La portabilité, c'est vraiment, important. c'est important parce que des entreprises entières avec des milliers d'abonnements de GSM ne changeaient pas d'opérateur pour ne pas devoir changer tous les numéros de leurs employés.
et maintenant peuvent se dire, eh bien voilà, j'ai 1000 abonnements GSM et je change d'opérateur. D'accord. Il est clair qu'on peut tout de suite comprendre qui peut avoir un souci à ce niveau-là. Et puis, grosse arrivée en fin d'année, le MMS. Je vous remontre en 3 secondes à quoi ça ressemblait. En 3 secondes, voilà. Perdu. Voilà, Donc, le MMS, envoyer des c'est photos. on envoie des photos. Regardez. Ah, ça me rend la peine. C'est Voilà. nouveau, c'est intéressant. Voilà, mais, envoyer des photos. Et puis on peut Le prix de justice. également, si je clique pas sur le bon truc, ça ne va pas marcher. Écoutez du son. Voilà. Écouter du son, écrire et personnaliser ses messages. Très bien. Alors ça a été lancé en 2002. Ça Un risque serial d'être, killer qui a écrit le truc. ça risque d'être le grand succès de 2003. Voilà. Et le gros succès quand même de l'année 2002 en termes de messages, c'était les SMS, puisque C'était le rien que gros sur le flop. réveillon, on en a envoyé 13 millions, je pense, sur le territoire belge. Bien, donc la Voilà. suite du feuilleton technologique tout au long de l'année. Alors maintenant, une bien triste histoire, enfin une histoire belge, vraiment une histoire belge. Nous avons chez nous un pionnier des arts électroniques, des arts cybernétiques, qui s'appelle Nicolas Scheffer. C'est un monsieur qui a œuvré dans les années 60. Et donc en 61, il a un projet qui est lancé dans la foulée de l'Expo 58, qui s'appelle la tour spatiodynamique cybernétique, qui est installée à Liège à l'époque. Et puis entre 61 et 2003, cette pauvre tour a eu bien du mal à survivre. Reportage de Laurence Tine. Ici, on se trouve dans les caves du Palais des Congrès, en dessous du niveau de la Meuse, dans le poste de commande du spectacle cybernétique, à partir duquel était commandée donc l'œuvre de Nicolas Scheffer et l'œuvre de Henri Pousseur, Trois visages de Liège, une composition musicale qui animait l'ensemble du Palais des Congrès, la façade, les toitures et la tour cybernétique. En 1960, la ville de Liège commande en effet à l'artiste hongrois Nicolas Scheffer une tour cybernétique de 52 mètres de haut et une installation son et lumière pour animer son palais des congrès en bord de Meuse. Nicolas Scheffer, père de l'art cybernétique, était un véritable précurseur des arts électroniques et sa tour est un élément marquant du patrimoine cyber en Belgique, voire en Europe. La tour cybernétique de Nicolas Scheffer, ici installée à Liège, mais il y en a d'autres dans le monde, réagit à l'environnement, c'est-à-dire qu'en fonction du bruit, de la vitesse du vent, de la température, des quantités de paramètres extérieurs, l'œuvre va se modifier, un petit peu comme si elle réagissait comme notre corps. Donc la réaction cybernétique, c'est une réaction en fonction de l'environnement. Différents capteurs étaient en effet installés sur la tour, la rendant interactive par rapport à son environnement, faisant ainsi varier la lumière, les sons ou la musique diffusée par la tour. Les données recueillies par ces capteurs étaient traitées par le cerveau électronique, encore visible au pied de la tour. Le cerveau électronique ressemble un peu à une série d'enregistreurs configuration années 60, lesquels pourraient être remplacés maintenant par un système pas plus gros qu'une boîte d'allumettes. Tout ce que les capteurs peuvent enregistrer comme réaction du vent, la température, la lumière, les odeurs, pourquoi pas, sont gérés par cet ordinateur, lequel fait réagir la tour plus ou moins rapidement. Donc les moteurs actionnent les pales, lesquels sont illuminés par des projecteurs, mais il y a aussi des paramètres de perturbation qui viennent relancer toute l'animation de la tour si à un moment donné c'est le calme plat. Malheureusement, il faut désormais parler au passé. La tour n'a effectivement fonctionné que quelques années. Son aspect avant-gardiste n'a pas plu aux autorités de l'époque et son infrastructure électronique s'est rapidement dégradée. Il y a deux aspects qui sont envisagés. L'aspect de restauration de l'œuvre dans l'état d'origine, et puis un deuxième aspect qui est la remise en route de l'œuvre, du spectacle, à l'aide de technologies nouvelles, parce que dans l'esprit de Nicolas Scheffer, il était bien d'utiliser les techniques de l'époque au sein d'une création artistique. Donc il souhaitait déjà de son vivant, il est décédé il y a une dizaine d'années, que l'œuvre soit restaurée à l'aide de technologies actuelles. Mais l'ensemble ici, surtout dans la cave du Palais des Congrès,
dans le poste de commande, l'ensemble est un véritable chef-d'œuvre au niveau électronique. Donc cet ensemble fait partie de l'histoire de l'électronique. Donc on souhaite vraiment le conserver tel que. Désormais classée, la tour cybernétique de Nicolas Schoeffer est inscrite sur la liste de l'Institut du patrimoine wallon chargé de trouver un moyen de financer sa restauration. En attendant, la tour est visible, inanimée, en bord de Meuse, à Liège. Voilà donc la tour cybernétique de Liège. Si vous avez un peu d'argent à dépenser, si vous êtes un industriel, eh bien, venez à l'aide de l'œuvre de Nicolas Schoeffer, parce que ça vaut vraiment la peine. Qui, petite précision, Xavier n'était pas belge, mais français d'origine hongroise. D'accord, et belge adoption. Oui, parce qu'il a épousé une belge. D'accord. Alors maintenant, d'autres types de mouvements, et non des moindres. C'est avec un jeu. Oui, Automodellista, donc un jeu de bagnole, Ouais. mais qui a la particularité de nous faire porter un autre regard sur le genre, puisque le genre est déjà bien représenté sur PlayStation 2. On va pouvoir le constater directement avec ces images donc en cel shading. Donc toute Cel l'esthétique shading, ça veut dire l'esthétique générale du mise jeu. à plat en 3D, mise à plat des couleurs pour donner un effet cartoon en fait. Voilà. Et ton pseudo, c'est Gilles One. Ah ouais. J'ai vu ça, non? Ouais. Oui, oui, mais Gilles 1. oui, oui. On connaissait Capcom pour sa capacité à nous créer des jeux de combat et d'action, et là ils sont justement lancés dans quelque chose de très audacieux, de faire un jeu avec ce rendu bande dessinée, un jeu de voiture. Alors est-ce que ça suffit à donner de l'intérêt à une course de bagnole? Bien là on est plutôt en reste, puisque au-delà de l'aspect extrêmement agréable et bien rendu du jeu, ce n'est pas vraiment une simulation pure et dure. Le fait que ce soit un jeu d'arcade, donc ce qui veut dire pas extrêmement réaliste au niveau des comportements de voiture, n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais malheureusement, au niveau de la longueur, on reste... C'est un jeu qui souffre de ce qu'on appelle le syndrome du caillou. C'est-à-dire qu'on a syndrome du caillou. l'impression de conduire un caillou en fait. Donc c'est D'accord. très Que ça lourd, savon, que ça savon. C'est pas spécialement agréable. L'intérêt du jeu, pour justement un peu contrer cette conduite, c'est qu'on passe peut-être autant de temps dans son garage à paramétrer sa voiture, lui mettre des ailerons, la colorer. C'est pour les fans de tuning. pour les C'est pour les touch. Lui donner des noms ridicules. Celle-là, je l'ai appelé Bijou, puisqu'on peut donner un nom à la plaque minérale. C'est gentil comme nom. Bien, hein? C'est mignon, Bijou. Et là, c'est à fond. À fond. à fond. À fond. Remarquez l'espèce de planche à tartiner à l'arrière de la voiture, là, pour les aires d'autoroute. Donc c'est vraiment pour les fans de... Mais est-ce que Pour les l'aspect visuel influe sur le comportement de la voiture? Quand tu mets un aileron, est-ce qu'elle est... Oui, évidemment, en fait, Ouais, bah juste ouais. là, au-delà Et- c'est pas complètement arcade, on a la possibilité, à l'image d'un Gran Turismo, justement, de pouvoir gonfler son moteur, Les changer jupes des latérales, tu pièces, connais pas, quoi. augmenter donc le rendu. Et ça se ressent d'ailleurs. Ouais, ça influence vachement la conduite, les jeux D'un- latérales. D'un point de vue graphique, ça d'ailleurs se ressent. On voit justement cet effet de vitesse qui est rendu par des lignes, et d'ailleurs l'accélération est même rendue par un mouvement de champ contre champ pour vraiment augmenter cette sensation de vitesse. Donc tout ça était fort bien pensé. Mais Donc un jeu joli, mais jouabilité pas très élevée. ouais, quoi. c'est vraiment pour les fans, et il faudra un petit peu s'accrocher pour aller... c'est un jeu sur lequel on ne passera, à mon avis, pas Et on peut beaucoup tuner de l'intérieur temps. de la voiture aussi? Non, mais par contre, on a un Toujours garage. pas, mais quand est-ce qu'ils vont nous le faire Toi, là? pour tuner l'intérieur de la voiture, tu changes de veston, tu vois, tu te mets devant Ah la ouais, télé. mais on peut pas accrocher une banane, tu vois, Il une y a- banane il y à a moitié. ça. Pas à En l'intérieur de la petite voiture, mousse. mais, Un mais chichi qui pense. son garage. On peut tuner son garage, donc choisir Ah ouais. l'esthétique de son garage. Un C'est garage vrai boisé, rétro, ou bien Ah, c'est déjà pas plutôt mal, ça. technologique. Y mettre des posters. Et donc, N'importe quoi. Ah voilà. ouais, c'est vrai. C'est un peu la maison Barbie avec la Ah belle ouais. voiture dedans. ouais. Remplacement des sacs bleus, jaunes, Oui, tout ça. pour les poubelles. Oui, très bien. Donc ça s'appelle Automodellista, Automodellista. c'est tu l'as entendu, monsieur l'a dit. Automodellista en ouverture. Avec la voix ridicule d'usage. On reste dans le mouvement, mes amis, avec le numéro 2 d'un jeu japonais dont je n'ai rien pu faire. C'est vrai. Oui, tu as bien, Complètement nul avec le 1. tu aimes beaucoup le principe de Space Channel 5 qui reprend un petit peu le... Je ne sais pas si vous vous souvenez du jeu électronique Simon, là où il fallait reproduire un mouvement donné. Ben, on peut dire qu'en gros, c'est un petit peu ça, puisque c'est sur le principe du Jacadi. Hein, donc, c'est un jeu de danse avec où l'héroïne principale qui s'appelle Oulala, qui est une présentatrice. C'était. Oulala, comme ils disent dans le jeu, qui est une présentatrice d'une émission
d'une reportage de news où là, elle part à l'assaut d'un espèce de complot de l'espace. En fait, tout ça est encore bien évidemment un prétexte pour nous faire danser et la faire danser. Donc le but du jeu, c'est de reproduire les mouvements qui sont commandés. C'est pas un complot pour la faire chanter alors? Non, c'est la faire danser uniquement. Il y a également des phases de chant, mais on y viendra plus tard. Et c'est sur console, hein, donc... Sur PlayStation 2, avec, comme vous pouvez le remarquer là, pour l'instant, l'apparition de Space Michael, donc l'avatar de Michael Jackson, qui fait également partie de la fête. Donc... Putain, on est gâtés, hein. Oui, un beau par terre. Elle a une petite robe Donc courette. ça a l'air assez facile, mais tout est basé sur le rythme et la dextérité. Ah oui, si on n'est pas dans les temps, c'est foutu, c'est quoi. catastrophique. Ouais. Surtout que c'est très précis, on peut remarquer si on est vraiment dans la phase la demandée. jartelle, elle a des jartelles. Elle est jartelle. Ah oui, ouais. Donc là, justement, on se retrouve à une espèce de combat de solo de guitare où il faut reproduire les notes. Entre oulala et pudding. Oui. C'est assez simple, tout ça est commandé uniquement par des touches. Donc pour jouer de la guitare, il suffit de faire haut ou bas avec le stick analogique de la console. Et c'est pas si simple que ça. dans le... Xavier, c'est pas parce que tu n'y arrives pas que c'est compliqué. Le principe est très simple, mais il y a de quoi y laisser une bonne partie de scénaire en tout cas. Et si vous êtes mauvais, on vous le fait savoir. Une spéciale Scooby-Doo pour la rentrée. Oui. Quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée, puisque Scooby-Doo The Movie était sorti cet été, assez discrètement, il faut le dire. Certains diraient fort heureusement. Et donc ça vient de sortir en DVD. Et tout ça juste pour rappeler une anecdote qui n'a rien à voir avec Scooby-Doo. Il y a pratiquement 2 ans, Alain Chabat était allé voir le producteur Claude Berry en lui disant « J'ai envie de monter un projet de film, Spirou et Fantasio », qui n'a pas pu se faire. Et donc Claude Berry l'a rappelé en lui disant mais mets plutôt à l'écran Astérix 2 par exemple en attendant ton projet. Alors pourquoi ça n'a pas pu se faire? Parce qu'ils se sont heurtés à toute une problématique sur la mise à l'image du marsupilami entouré d'acteurs vivants et de pouvoir le faire évoluer dans des vrais décors sur le tournage en tant que personnage unique autour de réels acteurs et de vrais décors. Ben là on peut le voir ici dans Scooby-Doo le film. Le seul personnage de synthèse est le chien qui évolue dans un décor authentique avec de vrais acteurs. Il est super bien fait, le chien. Donc il est hyper bien J'ai fait. cru que c'était un vrai, moi. Donc ce film Scooby-Doo a servi à quoi finalement? À essayer de relancer sur le marché et d'essayer de rentabiliser, de réactualiser un personnage qu'on pourrait penser secondaire qui appartient déjà à la Warner qui est propriétaire du catalogue Hanna-Barbera et de temps en temps comme ça il relance sur le marché dans l'actualité un personnage qui leur appartient donc il ne leur coûte rien en espérant qu'au départ du film on va surtout décliner tout ça en merchandising que ce soit des bols, des t-shirts, des casquettes ou autres porte-clés Scooby-Doo. Alors Scooby-Doo c'est une très très vieille histoire ça date des années 50 en fait Scooby-Doo et ce sont les studios Hanna-Barbera qui à l'époque avaient lancé toute une série de dessins animés qui étaient un petit peu des réponses aux dessins animés un petit peu sages des studios Disney qu'on pouvait voir à l'époque et donc ils ont créé toute une vague de personnages et de séries comme ça qui étaient considérés par les spectateurs comme des dessins animés un peu rock aussi parce que souvent dans les dessins animés les héros chantaient et souvent avec des guitares électriques. Et sur Internet, on peut s'apercevoir qu'il y a tout un tas de fans de Scooby-Doo qui se sont amusés en fait à répertorier l'arbre généalogique de Scooby-Doo, puisque dans différents épisodes de la série apparaissent, et pour une seule fois par épisode, tout un tas de cousins, beaux-frères, tantes, oncles, petits-neveux de Scooby-Doo, dont le plus connu est Scrappy-Doo, qui apparaît dans le film et qui est le neveu de Scooby-Doo. Mais il y a aussi Scooby-Dumb, Scooby-Dee, qui est son cousin, Scrappy-Doo, on l'a dit, donc son petit-neveu, Yabadoo, qui est le frère de Scooby-Doo. Il y a aussi Whoopsie-Doo, un cousin, Doobie-Doo, un autre cousin, Skippy-Doo, qui est son frère, Howdy-Doo, qui est un autre frère de Scooby-Doo, Grandpa Scooby, qui est le grand-père, ou encore Ruby-Doo, qui est la sœur de Scooby-Doo et donc la maman de Scrappy-Doo. D'accord. Le clip de la semaine, un duo belge. Voilà, ce sont les Ming, donc nés des cendres des Brochettes, groupe de Tigny, dont l'une des membres fondatrices est devenue Harold. Et puis les 2 autres sont devenus Ming, un projet électronique assez radical. Je pense que la jeune fille habite en Suisse, le garçon est toujours à Otigny, mais ils ont trouvé une maison de disques en Allemagne, de par l'essence même de la musique qu'ils pratiquent, qui est plutôt electronica et vraiment pure et dure et très carré. On va regarder le clip qui est extrait de leur album et la chanson a pour nom La balade de Johnny Guitar. Ming.
Comme un cheval se dessine sur la colline. Dans le saloon tourne la roulette, le temps d'une tempête. Il y a depuis si longtemps dans la vallée qu'elle t'attend. Oh, Johnny Guitar, quel grand détour pour retomber dans tes bras. Oh, Johnny Guitar, il est bien loin l'hôtel Aurora. Un bandit, un livre à la main, fait le guet près des rochers. Le sable rouge est si fin qu'il grippe les rouages du destin. Traqué, souffle coupé, sans répit, dans le canyon, ils sont piégés. Oh, Johnny Guitar, quel grand détour pour retomber dans tes bras. Oh, Johnny Guitar, les ceinturons sont pleins de munitions. Voilà, c'est magnifique. C'est Ming donc. Deuxième partie tout à l'heure, après la pub, où nous retrouverons les inventions inutiles sur le web. Les inventeurs fous. Les inventeurs fous. Resident Evil 0, ce sera une preview et une exclue, on peut le dire. Et aussi les livres intelligents de Renaud Larsen. À tout à l'heure. Nous revoilà pour la deuxième partie de Cybercafé 2.0, avec, pour commencer, les inventions inutiles du web. Oui, on va parler des inventions folles, des inventions inutiles et des inventions stupides, absurdes. D'accord ? On va commencer par les inventeurs fous, avec un site qui s'appelle inventeurfou.com. Alors, on y trouve évidemment des inventions totalement absurdes. Une de celles qui m'a beaucoup plu, c'est le panier à salade musicale. D'accord ? Donc, quand tu es sur ta salade, eh bien, là, tu peux tourner et en même temps, ça te fait des petites musiques. Très bonne idée. Tu as 3 types de musique, Lettre à Élise, Le Grand Bleu et la Marseillaise. Voilà. Alors, moi, l'invention la plus géniale, qui est pour le moment l'invention la moins bien notée, c'est la machine à ralentir le temps. Voilà. Alors, la machine à ralentir le temps, en fait, ça part d'une idée très simple, c'est que si tu t'ennuies, tu trouves le temps plus long. Et si tu trouves le temps plus long, eh bien, tu vis plus longtemps. D'accord ? Donc ça permet de multiplier le temps par 2 ou par 3. Alors pour ça, ils ont mis au point une technique qui consiste en des stages. Alors les stages, je te donne juste un exemple. C'est un stage qui se fait... Non, qui se fait dans une résidence qui s'appelle les Vieilles Perches à Bouzonville, où pendant tu vas faire les activités, on va te passer les saisons 1, 2 et 3 de l'inspecteur Derrick, et puis tu vas lire le courrier Picard, la page de l'état civil, etc., etc. Et puis après, tu fais un stage de méditation, d'insomnie, tu lis tout Proust en version moldave, etc., etc. Tu bois des soupes à l'eau, enfin bref, tout ce qu'il faut pour bien s'ennuyer et ralentir le temps. Alors toujours en France, un autre site très comique, c'est le site Zygomatic. Même principe, publier tes inventions les plus folles. Oui. Voilà, alors le site est assez joli, mais il y a un petit peu moins d'inventions intéressantes. On va prendre quelques exemples. Voilà, le cerveau cube. Le cerveau cube. Voilà, c'est un moyen de contrôler ta GameCube, Gilles, ça va beaucoup te plaire, en utilisant les ondes du cerveau. Voilà, alors là, on peut aussi aller mettre des commentaires et critiquer. Mais oui, il la contrôle très bien. Voilà. Alors, je vais vous parler d'un truc génial, Xavier. Ça, c'est vraiment toute une culture. Et c'est plus de l'humour, c'est très très sérieux. C'est un art japonais, qui s'appelle le Shindogu. Il y a même des ouvrages consacrés à la question et il y a même une série de sites. Alors, le Shindogu, ça consiste à inventer des choses qui sont inutiles, voilà, sont complètement inutiles, et des inventions qui sont révolutionnaires, mais vraiment inutiles. C'est le fond même de ces inventions. Alors il y a plein de sites consacrés au Shindogu. Il y a d'abord le site de l'International Shindogu Society, fondé par Dan Papia, qui est donc crédible puisqu'il est passé à la télévision, donc c'est vraiment le créateur du site de cette fondation. Voilà. Alors un exemple qu'on peut trouver sur le site shintogu.com, un distributeur de papier toilette pour lorsque tu es enrhumé, ça se porte sur la tête, voilà, et ça permet de te moucher à tout moment. Voilà. Mais donc ça sert quand même à quelque chose en fait. Oui, mais bon, tu peux imaginer, tu as compris le principe. Alors une autre invention, c'est la casquette qui permet de dormir dans le métro sans être dérangé. C'est intéressant ça. Quoi ? C'est intéressant.
C'est vachement intéressant, ça peut servir à l'école aussi. Il y en a une qui est bien ici, c'est le truc pour bébé, la grenouillère qui nettoie le parquet en même temps. Celle-là était très connue. Très très bien. Exploitation des enfants. Ah oui, c'est un Voilà. scandale Alors, total. Une invention sur le site D'accord. Shindogu, Xavier, Oui. en passant, c'est la main extensible pour toucher la télécommande sans bouger. Tu vois, c'est vraiment pour les vrais flemmards. Ah oui, d'accord. Une main Ouais, extensible. d'accord, ouais. Voilà, on peut regarder une autre invention. La caméra panoramique à 360 degrés. En fait, c'est un chapeau sur lequel tu vas fixer des caméras jetables. Voilà. Et ça, Alors- c'est extraordinaire. Regardez, je peux. Excuse-moi, Brice. Hein. Oui, non, y a pas de regardez, problème. là c'est le truc, c'est très très japonais. Donc c'est un fil avec voilà, des petits fanions pour empêcher qu'il y ait des gens qui passent quand vous voulez prendre votre tiens. partenaire en photo. Ouais, il y a toujours des gens qui passent et alors ça prend des heures, bah là au moins. Ça doit changer la vie, ça quand même. Il y a une folie des brevets aux États-Unis. Là, c'est les brevets les plus absurdes. Alors, ce site est vraiment une mine. Hein. Chaque semaine, ils te mettent une invention en évidence. Et alors, chaque fois, illustré avec des petites gravures très très bien faites. Celle-ci, c'est la ceinture pour que le papa qui veut porter son fiston avec des étriers qui permettent au fiston de s'accrocher au dos de son père. Voilà. Très bonne idée. Et puis, il y a évidemment une masse invraisemblable d'inventions qu'on peut aller consulter dans les archives. Alors, je vais essayer de vous retrouver ce qui m'avait fait rire. Par exemple, le tricycle tondeuse à gazon. Tu vois, c'est un tricycle qui permet de tondre ton gazon. Donc, ce sont les brevets absurdes. Donc, ceux-ci sont des vrais brevets, hein, des vrais brevets déposés. Et enfin, il y a Wacky Patent, qui est vraiment très très connu. Wacky Patent, c'était un des premiers sites du genre qui, eux, présentent des vrais patente avec le numéro de patente, le brevet. Et exemple de la patente en vigueur sur le site pour le moment, c'est un épouvantail pour les corbeaux et qui consiste en fait à pendre un chat à une girouette, voilà, etc. Donc, les Français, les inventeurs fous, les Anglais, les inventions inutiles, et les Américains, les inventions absurdes. Tous les sites sont sur cybercafé.tv. Voilà. Je vais se faire plein d'amis. Plein d'amis. Plein d'amis. Jeux vidéo maintenant avec Freelancer. Une petite preview parce C'est que pas le ça jeu. Pour les indépendants, les employés peuvent jouer aussi. Voilà, Voilà, ça pour faisait les d'ailleurs indépendants. beaucoup rire Rudy tout à l'heure, qui Oui. à mon avis doit être encore mort de rire en regardant ces images. Freelancer, donc c'est un jeu de science-fiction. On en voit, enfin un jeu dans l'espace, on va dire plus généralement. On n'en voit pas beaucoup pour le moment sur PC. Par contre, il y en a quelques-uns qui sont en chantier, notamment World 2, dont on a parlé il y a pas très très longtemps, et Freelancer, qui est un de ceux qu'on attend le plus, développé donc par Chris Roberts, qui est un vieux de la vieille, puisque c'est lui qui avait lancé la série des Wing Commander, à l'époque chez Origin, qui était donc la boîte de Richard Garriott, aussi un des grands noms du jeu vidéo, et puis qui est parti et qui a fondé sa propre société, Anvil, Digital Anvil, qui a été racheté ensuite par Microsoft, et donc maintenant ce jeu va sortir sous le label Microsoft. C'est une suite plus ou moins... c'est plus ou moins une suite, on va dire, d'un autre jeu qui était sorti un peu avant et qui s'appelait Star Lancer. Et donc ça consiste en fait en une succession de missions dans l'espace avec la possibilité donc de choisir de prendre une mission plutôt qu'une autre, d'accepter un boulot plus qu'un autre, de prendre parti pour un camp plus que pour un autre, etc. Et donc tout ça va se gérer au fur et à mesure de la partie. C'est-à-dire qu'on pourra se rapprocher plus du côté des méchants, éventuellement essayer de faire plutôt à partie du côté des bons, et on pourra passer d'un camp à l'autre en faisant des alliances, etc. Donc c'est un jeu relativement complexe et pas du tout linéaire. En tout cas c'est ce qu'on nous promet, on pourra en juger sur place quand on fera le test complet. En tout cas ça a l'air très beau aussi, et c'est sur PC donc. Sortie prévue Bientôt, bientôt. très bientôt. Autre preview exclue là, c'est Resident Evil 0. 0, oui, qui est annoncé pour le 7 mars et qui est disponible au Japon et aux États-Unis. Donc c'est particulièrement attendu par les fans, puisque c'est le jeu qui est censé poser les fondations de toute la saga. Donc on va pouvoir constater. C'est bien sûr pas un jeu pour enfants. Non, c'est directement la première image du jeu est une mise en garde par rapport aux scènes de violence et le gore que contient, comme toujours, cette saga de l'horreur. Voilà, jeu pour adultes donc. Donc ici, C'est la preview. Hein. Ça a beau commencer par une petite musique de piano, Ouais. ça ne va pas durer longtemps. On va forcément retrouver l'habituel contexte zombifié au possible. Donc au niveau des évolutions, puisque également on en attendait beaucoup de ce Resident Evil 0,
Alors, il y a un mode coopératif, donc on rencontre assez rapidement dans cette action qui, en tout cas au début, se déroule essentiellement dans un train. Un rescapé également avec qui on s'alliera. Un repris de justice avec lequel Rebecca, donc l'héroïne du jeu principal, va faire alliance pour justement on peut passer d'un personnage à l'autre. Gérer les scènes d'action justement à deux, on peut se faire épauler, tout ça est contrôlable et paramétrable dans le menu qui reste assez classique, hein, puisque au niveau du gameplay proprement dit, ça n'a toujours pas changé depuis 6 ans. Ça aussi, c'est un peu un grand débat qui tourne autour de ça. Est-ce qu'on doit changer une équipe qui gagne? On annonce beaucoup justement de changements dans le Resident Evil 4, qui vient d'être annoncé en grande pompe également. Parce que ici, ça reste toujours le même principe de décor en 2D ultra travaillé avec des vidéos en plus, tout aussi superbes et glauques à souhait. Oui, c'est assez dégoûtant ce qu'on est en train de voir. Oui, hein, c'est pas... Enfin, pas plus qu'un film finalement. Non, non. Hein? Et en plus, ce jeu-là, initialement était prévu pour la Nintendo 64, a été annulé, puis reprogrammé, merci Brice, complètement pour la GameCube. Donc là, en fait, on se rend compte que Nintendo essaye quand même de développer un portefeuille de jeux pour adultes. Oui. Parce qu'ils sont souvent vus avec leur console pour enfants. Hein. C'est quelque chose qui a été mis assez en avant dès la sortie de la console pour dire que des jeux, il y en aura pour tout le monde. Et Resident Evil montre encore une fois de plus. Pardon. Donc c'est disponible le 7 mars. On peut dire que c'est toujours le même principe également de peur, hein, tout ça est renforcé. Ça fait vraiment peur ou bien c'est le genre comme les films de série Z au festival du film fantastique où tu rigoles tellement c'est... Non, mais ce qu'il faut dire c'est que évidemment... Parce que t'as 150 abrutis qui rigolent derrière toi aussi. Hein, mais enfin bon, ici, c'est aussi un amas de clichés, c'est ça qui est drôle finalement. Oui, parce que pour les habitués, je veux dire, la menace vient toujours là où on s'attend qu'elle arrive. Voilà. Rien... Et quand on voit le téléphone, tout le monde dit téléphone, parce qu'évidemment il va sonner le téléphone qui est juste à l'avant-plan. Voilà. Hein. Mais bon, ça fait partie de la saga mythique et ça ravirait évidemment tous les fans qu'elle possède. Donc c'est pour le mois de mars, Resident Evil 0. Nous continuons dans les jeux vidéo avec la série qu'on vous avait promis à la fin de l'année passée, une série consacrée à des entretiens avec Michael Stora. Michael Stora qui est un psychanalyste français, un thérapeute également, et qui est un gamer. Et donc c'est quelqu'un qui utilise ses connaissances, son amour du jeu, avec entre autres des adolescents qui sont en thérapie chez lui, et donc il utilise les jeux vidéo comme outil thérapeutique. Ce sera notre premier épisode dans cette suite d'entretien avec Michael Stora. À mon petit niveau, on tente de se battre pour exprimer la valeur positive, voire la valeur thérapeutique. Et c'est ce que moi je fais en travaillant dans mon CMP à Pantin, où petit à petit avec un type d'enfants qui souffrent de ce qu'on appelle de troubles comportements violents, on se rend compte que les mots ça suffit pas avec eux et que le jeu vidéo, très étonnamment comme une médiation, va leur permettre de manière totalement étonnante je dirais de canaliser cette agressivité parce qu'il y a un gameplay, parce qu'il y a des règles, parce qu'on ne peut pas tout faire. Quand on est joueur, on se rend compte que le jeu, c'est pas que de la décharge. C'est vrai finalement. Il y a des jeux bourrins, comme on dit, et encore, comme Quake ou autre. Et encore, faut être assez bon, quoi. C'est pas non plus. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que dans beaucoup de jeux, il y a énormément de règles, on ne peut pas tout faire. Et c'est sûr qu'il y a une morale interne, il y a des lois internes. Et finalement, ça nous demande de supporter la frustration, de ne pas être dans le tout de suite. Chose, finalement, qui parfois fait souffrance chez beaucoup de jeunes. C'est des enfants qui ont vraiment des graves problèmes, des enfants qui sont parfois placés par le juge. C'est des histoires lourdes. C'est pas le petit adolescent, on va dire, qui vit dans la banlieue chic parisienne et qui a aussi des histoires de souffrance. Il ne s'agit pas de relativiser, mais au fond, on se rend compte que
c'est ce que je tente d'évoquer un petit peu, c'est que pour toute une génération d'enfants nés avec la télé, qui ont été très souvent mis dans des situations de solitude ou d'absence de dialogue, de communication autour des images, le jeu vidéo finalement nous propose quelque chose de tout à fait fantastique, c'est-à-dire de pouvoir manipuler cette image comme elle a pu nous manipuler. Et c'est ça qui est tout à fait passionnant avec le jeu vidéo. En fait, de jouer avec. De jouer avec. Et voire même de rentrer dans l'image. Et là, en ce moment, on essaye de se dire que finalement, le jeu vidéo, c'est une sorte de passage en acte virtuel. C'est-à-dire qu'on se rend compte que à travers le jeu, on peut se permettre de rejouer des situations conflictuelles avec toutes les difficultés propres au jeu et avec l'idée qu'on va pouvoir sortir victorieux. Et c'est un peu la chose sur laquelle on travaille en ce moment. Je crois qu'on se sent d'autant plus libre parce qu'il y a un cadre. Et c'est un des problèmes dans notre société, c'est ce que je tentais d'expliquer, c'est que les parents qui ne veulent pas imposer de choix, qui manquent d'autorité, ne se rendent pas compte que leurs enfants seront tout sauf libres. Pour être libre, il faut des lois, profondément. Et je crois que plus les jeux proposent des contraintes, plus, paradoxalement, on se sent libre. Et c'est vrai qu'en même temps, GTA 3, je trouve que ça serait un très bon jeu pour un grand obsessionnel. Pour quelqu'un de très maniaque, qui a un rapport à la loi complètement terrible, où il n'ose même pas, je sais pas, dire merde, ça peut être très intéressant, mais comme un outil thérapeutique, pour dire, allez, vas-y, relâche un peu la tension, permets-toi d'être un peu un gangster. Moi, j'avoue que j'ai du mal. C'est un des plus gros succès. C'est un très gros succès. C'est un très gros succès. Je lisais une interview en disant qu'au fond, c'était une violence fun. C'est le mot. Et c'est vrai que, alors on peut se dire, ouh là là, c'est quoi cette jeunesse qui se barre n'importe où? Et en même temps, je me dis, bah, ils sont pas trop malsains s'ils se disent que c'est fun. Voilà, Michael Stora, prochain épisode dans 8 jours. Alors, un commentaire? Bah oui, non, moi je trouve que c'est enfin une bonne approche intelligente du jeu vidéo. On en parle un peu différemment que ce qu'on a pu entendre ces derniers mois un peu partout, donc c'est bien. Mais c'est un propos qu'on n'entend jamais. Je veux dire, en plus, venant de Michael Stora, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé dans le milieu, il nous avait raconté, il vient des jardins d'enfants, donc ça fait plaisir à voir comme ce genre de discours. Et donc c'est bien sûr l'opinion de Michael Stora qui est pas. Mais en France, il y a un autre psychanalyste qui est Claude Tisseron, qui a fait énormément de travaux sur la bande dessinée, qui a écrit ce fameux livre sur Tintin. Ouais. Et qui a récemment publié aussi un livre sur les images et la violence, où il prend aussi un autre parti pris que celui de la vulgate qu'on entend, et des gens comme Blandine Kriegel qui tirent à hu et à dia sur tout ce qu'on diffuse à la télé. Voilà, Michael Stora qui en fait aussi Ferrarissime est quelqu'un qui joue lui-même. C'est un passionné, ça se voit aussi. Enfin, voilà. Quelqu'un qui parle de jeu et qui sait de quoi il parle. Donc la semaine prochaine, autre partie d'entretien. On porte sur la violence. Non, c'est clair, c'est clair. On termine l'émission avec un livre, Renaud. Oui, Xavier, un livre. Qui nous montre comment l'Internet peut être un outil politique. Oui. En fait, ce livre traite des libéralismes et au sein de ce livre, il y a une partie tout à fait intéressante et passionnante sur la manière dont les théories néolibérales se sont, je dirais, appropriées le net pour diffuser leur idéologie. Par exemple, ce qu'on appelle les fameux think tanks, donc ce sont des associations dans lesquelles on conçoit de nouveaux concepts et préceptes concernant le libéralisme et qui sont ensuite diffusés par l'intermédiaire de livres, de séminaires de conférences. Ouais. Eh ben, on s'est rendu compte qu'au cours des années 89-2000, plus de 60% de ces organismes se sont créés et ont créé leur site. Alors on voit comme des projets tels que le Freedom Project, qui est un projet extrêmement néolibéral, qui va jusqu'à dire que finalement il n'y a que l'individu seul qui existe, l'État ne doit pas exister. En fait, c'est une idéologie extrêmement libertarienne, comme on dit. Et là, on voit comment le net a été utilisé pour diffuser jusqu'à influencer l'intitulé de cours dans des universités et dans des cours en ligne. Par exemple, on voit apparaître de plus en plus en France des cours de ressources humaines, options, licenciement. Donc on aura des gens qui ne sont spécialisés que dans le licenciement de personnes. Ça a le mérite d'être clair. Mais
là, ce qui est intéressant, c'est de voir la différence entre les outils qui sont mis à disposition de toutes ces, je dirais, fondations, parce qu'il faut savoir que ce sont des fondations qui sont en fait, normalement, qui se revendiquent indépendantes d'États, de partis politiques, mais en fait, lorsqu'on regarde et lorsqu'on commence à analyser, on voit que ces fondations, tous ces sites sont financés par des gens comme Ronald Reagan, Margaret Thatcher, dont toute la mouvance néolibérale. Et on voit à telle enseigne que dans les sites repris par les news, par les magazines, utilisent toute l'idéologie, tout le glossaire, tout le vocabulaire néolibéral. Et donc là, on voit à quel point on peut, je dirais, utiliser de manière extrêmement perverse Internet, sans permettre finalement à l'internaute d'avoir le recul critique suffisant de se dire, mais finalement, d'où vient vraiment cette information. Donc, si on va sur Internet pour chercher des sources d'informations et qu'on va par exemple sur des sites d'université, eh bien même là, on peut se dire qu'il y a eu déjà une sorte de lobbying qui a été fait. Parce qu'il y a effectivement des associations extrêmement puissantes qui vont jusqu'à, je vais prendre un petit exemple, lorsqu'on regarde à l'heure actuelle toute la stratégie de privatisation en France, on sait qu'au sein de Bercy, il y a des gens qui font partie de toute cette mouvance idéologique. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a des cours dans les universités, dans les grandes écoles, et même ici en Belgique, qui en fait sont le relais de toute la tendance néolibérale. Et on voit à telle enseigne qu'effectivement, sur Internet, ces sites constituent un réseau extrêmement puissant. D'accord, donc libéralisme... Libéralisme, la route de la servitude volontaire, qui fait une référence à de la Boétie. Voilà, et regardez, Renaud est un vrai littéraire, puisque ça, c'est son agenda électronique à lui. Quand même, ça vaut la peine d'être montré. Merci Renaud. Merci d'être encore un peu dans le réel. La semaine prochaine, à 19h15, il y aura un nouveau numéro de Cybercafé 2.0. Oh non, pas 21. Cybercafé 21, c'est tous les jours des petites capsules du lundi au dimanche. Voilà. À la semaine prochaine. Merci. À bientôt. Merci à bientôt.